Si t'as un trouble borderline, t'as sans doute déjà dû souffrir de grosses incompréhensions de la part de tes proches qui ne comprenaient pas tes réactions excessives ou tes débordements émotionnels. Car comme je le dis souvent, en raison de sa nature mouvementée, le trouble borderline est un trouble très stigmatisé et très peu compris dans toute sa complexité. Alors on pourrait se dire, bon, au moins, les psys, ils nous comprennent. Et les hôpitaux dans lesquels on est hospitalisé, c'est un peu notre safe place face à un monde dans lequel on n'est pas les bienvenus. Sauf que non, ça aussi, c'est loin d'être une garantie. Car entre une mauvaise éducation du trouble et des idées reçues bien trop ancrées, le trouble borderline se positionne aujourd'hui malgré lui comme l'ennemi de la psychiatrie française. Et un grand nombre de psychologues et de psychiatres admettent ne pas pouvoir prendre en charge ce trouble de la personnalité qui leur apparaît comme bien trop difficile à gérer. C'est près de 70% des professionnels ayant déjà travaillé au contact de personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline qui reconnaissent avoir déjà ressenti des émotions négatives à leur encontre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque 7 professionnels sur 10, c'est énorme. Et c'est près de la moitié des patients atteints de ce trouble qui ont été victimes de rejets, de mésinformation ou de maltraitance thérapeutique plus globale. Si maintenant je vous dis que j'ai moi-même un trouble de la personnalité borderline, il se peut que automatiquement vous dressiez un portrait négatif de ma personne sans même me connaître. Car moi-même, quand j'ai découvert l'existence du trouble borderline alors que je n'avais que 14 ans et que je m'intéressais un petit peu à tous ces sujets autour de la psychologie, en lisant la description du trouble borderline, je me souviens m'être dit « Ouais, ça a l'air juste d'être des gens chiants à gérer, quoi ». Sachant qu'à 14 ans, je ne savais évidemment pas que j'étais moi-même borderline, et c'est un peu le comble d'ailleurs. En psychiatrie, le patient borderline, c'est celui qu'on redoute. C'est celui qui fait des vagues, et c'est celui qui n'arrive pas à rester dans le cadre et qui va tester les limites. Le patient borderline, il s'est construit en apprenant à redouter l'autre. L'autre, c'est l'adversité, et il a peur de placer sa confiance même dans des professionnels de santé. Car en fait, il a peur de se faire abandonner comme ça lui est déjà arrivé. C'est d'ailleurs un des symptômes fondamentaux du trouble que d'avoir une peur panique de l'abandon. Pour lui, être abandonné, ça rime avec mourir. Et malheureusement, c'est ça qui va l'amener à tester les limites du cadre thérapeutique. Effectivement, raconté comme ça, n'importe quel professionnel pourrait être fatigué d'avance à l'idée de devoir s'occuper d'une personne borderline. Car il sait que son patient risque d'avoir des débordements, d'être inconsistant, de tester la relation, etc. Et malheureusement, qu'il s'agisse de moi ou de bien d'autres borderline ayant fréquenté la psychiatrie française, les histoires de maltraitance médicale ne sont hélas pas rares du tout. Car lorsqu'il s'agit de prendre en charge le trouble de la personnalité borderline, la psychiatrie tremble. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alice et tu l'auras compris, j'ai moi-même un trouble de la personnalité borderline duquel je suis aujourd'hui stabilisée après des années de chaos et d'errance. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours avec la psychiatrie française et la façon dont j'estime aujourd'hui, avec mon recul d'adulte, n'avoir pas du tout été bien prise en charge. Disclaimer avant toute chose, je n'en veux absolument pas ni aux psychiatres ni aux équipes soignantes concernées. Je devine que chacun fait ce qu'il peut avec ses ressources et ce que j'ai envie de dénoncer, c'est plus un fonctionnement global autour de la prise en charge du trouble borderline. Ce qui me peine, c'est le manque d'éducation crucial qu'il y a autour de ce trouble, mais j'ai évidemment bien conscience que les équipes soignantes sont souvent déjà en sous-effectif et puis surtout mal formées et mal informées sur ce trouble. J'ai un gros parcours avec la psychiatrie française. J'ai commencé à voir mes premiers psys alors que j'avais 5 ans et j'ai commencé à avoir un suivi régulier dès mes 7 ans. Ce n'était évidemment au début pas pour un trouble de la personnalité puisque j'étais une enfant, mais j'avais une enfance difficile qui me rendait moi-même violente, ce qui m'a amené à voir mes premiers psys très tôt. Puis j'ai commencé à voir des psychiatres au tout début de l'adolescence lorsque mes premiers symptômes borderline ont commencé à se manifester. C'est-à-dire que je me mettais en danger, je me détruisais, je fréquentais des personnes qui me faisaient du mal, j'étais incapable de me réguler sur le plan émotionnel, etc. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur mes premiers symptômes borderline à l'époque où j'en avais pas du tout conscience, j'en parle sur la toute première vidéo de ma chaîne que je vous invite à aller voir après cette vidéo. Je vous mets le lien en description. Ça vous aidera à avoir une vision plus globale vis-à-vis de ce que je vais dire là. Ma vie étant lourdement mise en danger à l'époque, j'ai rapidement été orientée vers mes premières hospitalisations, d'abord à l'hôpital puis en clinique psychiatrique où j'ai passé quasiment l'intégralité de mon adolescence avec quelques périodes de pause bien sûr. Et j'ai pas fait une seule structure, j'en ai fait plusieurs. Et au moment de mes hospitalisations, honnêtement, ma vie était tellement un chaos à l'extérieur que le fait d'être prise en charge dans une structure qui me donnait un cadre, ça m'aidait beaucoup à me sentir mieux. On était très loin d'un vrai apaisement, mais par effet de contraste avec ma vie à l'extérieur, ça pouvait pas être pire en fait. Et c'est l'une des raisons majeures pour laquelle je me suis finalement pas rendu compte sur le moment qu'au final j'étais assez mal prise en charge par les
équipes soignantes. Ce qui se passait, c'est que émotionnellement, j'étais effectivement assez difficile à gérer, dans le sens où mes émotions prenaient vite le dessus, je me détruisais beaucoup, je pleurais beaucoup également et je transgressais les règles parce que je connaissais pas mes propres limites. Je tiens à préciser pour éviter toute confusion dès maintenant que je n'étais en aucun cas une patiente violente ou méchante. J'étais une ado malade en détresse qui se détestait bien plus que n'importe qui aurait pu le faire et qui flirtait avec la mort tous les 4 matins et qui essayait, comme elle le pouvait, de combler le vide qui se trouvait à l'intérieur d'elle-même et qui était insupportable à vivre. Ce qui me conduisait très logiquement à être dans les excès et à faire preuve de comportements impulsifs. C'est-à-dire que je passais à l'action sans qu'un filtre dans ma tête vienne me dire « Attends, viens on réfléchit 5 minutes pour savoir si c'est la meilleure chose à faire ou non ». J'agissais à chaud et c'était très très mal perçu par les équipes soignantes qui me renvoyaient que j'étais une sale gosse mal éduquée et insupportable. Pour vous donner un exemple, il y avait des groupes de parole organisés dans ma clinique et à l'un de ces groupes de parole-là, on discutait de troubles alimentaires. J'étais au bord de la crise d'angoisse, je sentais que j'allais pleurer et c'était hors de question que je m'effondre en larmes devant une quinzaine de personnes. Donc quand j'ai senti que les larmes montaient et que j'allais plus pouvoir me retenir, je me suis levée de ma chaise, j'ai quitté la salle du groupe de parole, je suis partie dans ma chambre et je me suis effondrée en larmes dans ma chambre. À la fin de ce groupe de parole, j'ai été convoquée chez la psychiatre qui s'occupait de moi dans cette clinique. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas pour me demander ce qui avait bien pu se passer en moi pour que j'en arrive à quitter la salle du groupe de parole. Non, en fait, je me suis faite engueuler comme une enfant mal polie. Mais vous vous prenez pour qui à quitter la salle comme ça? Mais vous vous rendez compte du manque de respect? Vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Etc, etc. Elle m'engueulait vraiment pour le coup. On aurait vraiment dit que j'avais fait un truc hyper grave, genre les décibels sont vachement montés. Il faut savoir que je me détestais beaucoup à cette époque, j'avais grandi avec beaucoup de culpabilisation de la part des adultes qui m'entouraient, ce qui faisait que j'étais effectivement toujours persuadée que j'avais fait de la merde et que j'étais moi-même une grosse merde. Et sur le moment où je me fais disputer par la psychiatre, vu que j'avais l'habitude de me culpabiliser, et ben je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise et que j'aurais mieux fait de rester assise et de faire taire mon émotion. Le problème, c'est que je me suis dit ça pour à peu près tous les comportements maltraitants que j'ai vécu en clinique. En fait, je me disais tout le temps que c'était de ma faute. Et factuellement, c'était de ma faute, dans le sens où c'était bel et bien moi qui causais les actions qu'on me reprochait. Mais l'état dans lequel je me trouvais psychologiquement ne me permettait absolument pas d'agir autrement. Et c'est bien ça que je dénonce. Je sais aujourd'hui que je n'étais pas une patiente méchante, j'étais juste très malade, je ne savais pas qui j'étais. Et j'avais des émotions impossibles à réguler, ce qui me conduisait à agir de manière non appropriée. Lorsque ce n'était pas des leçons de morale, une façon pour eux d'avoir la paix, si je puis parler comme ça, c'était de faire du surdosage médicamenteux. Pareil, à l'époque, même si je voyais bien que les médicaments qu'on me donnait me mettaient dans un état second et que j'étais un peu un légume, ben je me disais que ça devait être pour mon bien parce que c'est des médecins, c'est des adultes et quelque part ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais bien plus tard, d'autres médecins m'ont dit que les médicaments qui m'avaient été prescrits à l'époque n'étaient absolument pas adaptés pour une personne de mon âge, donc l'âge que j'avais au moment où on me les avait prescrits, que les doses des médicaments étaient beaucoup trop fortes et que la nature même des médicaments qui m'étaient prescrits ne correspondait en rien à ce que j'avais, à savoir des hypnotiques ou des antipsychotiques dont certains n'étaient préconisés que dans le cas de troubles schizophréniques ou de troubles bipolaires en phase aiguë de manie par exemple. Et j'avais beau leur dire que ces médicaments me paralysaient, qu'ils me faisaient du mal, qu'ils m'empêchaient même de réfléchir, et ben leur réponse c'était toujours la même. On va encore attendre quelques semaines pour voir et après on verra si on vous change. Et lorsque ces quelques semaines étaient écoulées, on me les retirait pas. Donc je finissais par arrêter mes traitements moi-même, ce qui n'est pas bien sur le plan physique, mais qui est très commun dans le cadre du trouble borderline. C'est-à-dire que lors de la prise des médicaments, le matin et le soir par exemple, je prenais les médicaments, je faisais semblant de les avaler et je les recrachais, ou alors je les prenais un jour sur deux pour faire diminuer la dose dans mon corps. Parce que c'était impossible, malheureusement, d'être entendu sur le plan médicamenteux, et ce, dans toutes mes cliniques. Et même pour des choses toutes bêtes, par exemple les antidépresseurs, j'en prenais un qui me faisait prendre du poids et j'avais connaissance qu'il en existait un qui avait globalement les mêmes effets, mais qui ne faisait pas prendre de poids et qui aurait tout à fait pu me correspondre. Je l'ai eu beaucoup plus tard et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais les psychiatres ne voulaient pas aller savoir pourquoi.
Vraiment, j'ai toujours pas d'explication à ça aujourd'hui. En l'occurrence, ces pratiques liées au surdosage médicamenteux inadapté dans le milieu psychiatrique française, c'est monnaie courante et c'est loin d'être spécifique uniquement aux troubles borderline. Il y a bien d'autres patients qui se plaignent du même type d'abus que moi, j'en ai vraiment rencontré beaucoup d'autres par la suite et ce, peu importe leur trouble. C'est hélas un truc hyper fréquent, je sais pas forcément toujours à quoi c'est dû, mais dans mon cas, au vu des types de médicaments et des doses qui m'étaient prescrites, je devine assez facilement que c'était une façon pour eux d'avoir la paix et de me contenir. À noter que je suis à l'origine pas du tout réticente aux médicaments au sens large, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord pour en prendre si ça peut m'aider. Mais ce genre de dosage était absolument aberrant et inapproprié vis-à-vis de mon trouble. Au-delà de la médicamentation, pratiquement toutes mes hospitalisations se sont soldées par des exclusions ayant comme motif que je n'étais pas assez impliquée dans le soin. C'était toujours de la même manière que les exclusions avaient lieu, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui n'étaient pas assez impliquées dans le processus de soin, c'est-à-dire que tu as un entretien avec tes parents de prévu, comme c'est très souvent le cas, et soudainement, au cours de l'entretien, on t'annonce assez brutalement qu'à la fin de cet entretien, tu fais tes valises et tu pars. Et à chaque fois, on ne te laisse pas la possibilité de dire au revoir aux autres patients en t'expliquant que ça peut les perturber. Le souci, c'est que ça fait souvent de nombreuses semaines, voire de nombreux mois que t'es là et que t'as eu le temps de tisser des liens parfois très forts avec d'autres patients. Si vous avez déjà été en HP, vous savez à quel point les liens qu'on peut tisser là-bas peuvent être démesurément forts. Mais non, t'as pas la possibilité de leur dire au revoir. Juste, tu pars. Les fois où ça m'est arrivé, j'ai dû faire de la dépersonnalisation pour réussir à subir le choc de l'annonce et à réussir à rebondir derrière. Et je me culpabilisais énormément car comme je vous le disais, le motif c'était que je n'étais pas assez impliquée dans le processus de soins. Et je me faisais reprocher ça, voire engueuler par tout le monde, que ce soit les psychiatres ou même mes parents. Donc comme j'étais jeune et comme je vous l'expliquais plus tôt, je me disais moi-même que c'était de ma faute et que j'aurais dû mieux agir. Et en plus de vivre un rejet et un abandon qui appuyait pile poil là où ça faisait mal, ça m'a laissé de grands traumas ces exclusions pour être très sincère avec vous. Il y avait même une exclusion que j'avais anticipée, c'est-à-dire que je sentais que les soignants devenaient de plus en plus distants avec moi. Ils avaient des comportements avec les autres patients qu'ils avaient plus du tout avec moi, genre ils venaient plus voir dans ma chambre ce que je faisais, ils me plaçaient plus sur des rendez-vous, ils me mettaient plus d'activités, alors que tous les autres patients avaient ça. Et donc je leur posais la question, je leur disais vous comptez m'exclure là parce que je vous sens hyper froid avec moi et que je sais qu'on a un entretien familial qui approche et comme je l'ai déjà vécu, là j'ai l'impression d'être en train de revivre la même chose. Mais non Alice, qu'est-ce que vous racontez? C'est à peu près ça le genre de réponse auquel j'avais droit avec vraiment un ton énervé comme ça. Et je vous assure que pour le coup c'est pas de la surinterprétation de ma part, ça s'est vraiment produit comme ça. Bon je me suis pas trompée, on m'a bien exclu lors de cet entretien familial. Dans le fait de virer un patient, il y a quelque chose de très violent, de très brutal et soudain et même abandonné. Parce que ce qu'on te dit, c'est désolé, mais on peut rien faire pour toi parce que tu veux pas te soigner. Et ça fait hyper mal. Et il m'aura fallu des années pour remettre ça en question et comprendre que je n'étais pas le problème dans l'histoire. Je sais aujourd'hui, avec mon recul d'adulte, que je n'aurais pas pu m'impliquer mieux que ce que je ne le faisais à l'époque. Il n'y avait pas de mauvaise volonté de ma part, mais j'étais beaucoup trop violemment atteinte par mon trouble. La réalité, et aujourd'hui je la comprends, c'est que ces équipes soignantes étaient démunies face à moi et ne savaient pas comment me gérer. Reconnaître qu'on n'est pas en capacité d'accompagner un certain type de trouble, c'est une démarche qui peut faire mal, mais qui est recevable. En revanche, reprocher aux patients sa non-volonté de s'impliquer et tourner le motif d'exclusion à l'encontre du patient, je trouve ça extrêmement grave aujourd'hui avec le recul. Ces exclusions, je ne suis pas la seule à les avoir vécues. Globalement, dès qu'un patient présentait un trouble un peu trop mouvementé, ça se soldait souvent comme ça. Et c'est selon moi très grave de remettre la personnalité sur un patient en détresse qui lui-même ne se comprend pas et ne se connaît pas pleinement. On a l'impression que les hôpitaux psychiatriques sont OK pour t'accompagner tant que tu incarnes le patient parfait. J'ai constaté, et pas seulement moi, beaucoup d'inégalités de traitement selon la pathologie que tu présentais. Et en l'occurrence, le trouble borderline, c'est le trouble ingérable avec des patients explosifs qu'on ne sait pas comment contenir. Et c'est là où c'est tout à fait regrettable. Ce que j'en comprends avec le temps, la prise de recul et la réflexion, c'est que je n'aurais pas pu être une meilleure patiente pour eux. J'ai fait comme j'ai pu avec les ressources limitées que j'avais à l'époque. J'étais dans une souffrance immense et je me suis détestée pendant des années en pensant que j'avais mérité ça et que je n'avais qu'à pas être malade ou bien que je n'avais qu'à être plus calme, plus lisse, plus gérable.
Une autre chose que je trouve très maltraitante avec le recul et qui récapitule très bien l'intégralité de mes années passées en psychiatrie, c'est qu'on ne m'a finalement jamais communiqué mon diagnostic à voix haute. Je l'ai effectivement appris en récupérant mes différents dossiers médicaux de mes différentes cliniques. En tout cumulé, j'ai reçu une grosse pile de papier comme ça où ça parle de moi sur des années, et sur des années, eh ben, il y a des bilans qui sont faits de votre personne, des bilans mensuels, des bilans annuels, des transmissions, tout un tas de choses en fait qui sont dites sur vous. Et partout, sur quasiment l'intégralité des pages de toutes les années, figurait mon diagnostic borderline. C'était écrit noir sur blanc pendant des années dans tous mes bilans et plus par au moins 5 ou 6 psychiatres différents, dont mes psychiatres dans le libéral d'ailleurs, il n'y avait pas que mes psychiatres en clinique. Patiente présentant un trouble de la personnalité limite grave, patiente ayant un trouble de la personnalité de type borderline. C'est comme ça que j'étais présentée sur tous mes bilans. Et même dans la partie diagnostic, ils remettaient le code du DSM qui correspond au trouble borderline, donc F.60 je crois. Et bien que ces dossiers médicaux me soient en théorie accessibles depuis mes sorties de clinique, eh ben il m'aura fallu des années pour les réclamer. Et c'est tout autant d'années durant lesquelles j'ai erré sans me comprendre en me pensant folle, alors que tous les psychiatres que j'avais vus m'avaient apposé le diagnostic. Et eux, ils savaient ce que moi j'avais. Et lorsque j'en ai parlé en premier lieu sur TikTok, j'ai été choquée de voir dans vos réponses en commentaire qu'en fait, ça arrivait à beaucoup plus de personnes que ce que je ne le pensais. J'étais choquée de voir que c'était arrivé à plein de gens et qu'en fait, c'était presque une pratique courante. Et ce que je trouve maltraitant là-dedans, c'est que les clés ne m'ont pas été données pour que j'apprenne à prendre soin de moi. Parce que savoir de quoi on souffre, c'est aussi mettre des mots sur nos mots et comprendre comment les gérer. Là encore, je n'ai pas été bien accompagnée et je trouve ça très dommage. Certains de mes psys d'aujourd'hui m'ont demandé de leur faire lire les fameux dossiers médicaux que j'avais récupérés, et ça me fait un peu de peine, mais tous m'ont fait savoir que effectivement j'étais pas parano et que les équipes soignantes parlaient effectivement de moi avec pas mal de véhémence et de cruauté, un peu comme si j'étais la bête à abattre. Vraiment, il y avait des mots employés dans mon dossier médical qui étaient pas tendres. Disons que dans mon dossier médical, ça se voulait d'analyse factuelle, mais il y a des choix d'emploi de certains termes. Tu sens qu'il m'en voulait. Et je suis tout à fait convaincue aujourd'hui que le diagnostic borderline influençait automatiquement la façon dont il décidait d'orienter le soin avec moi. Ce qui semble assez cohérent, mais le problème, vous l'aurez compris, c'est que je ne dis pas ça dans un sens positif. Il y a une vraie incompréhension autour des personnes qui présentent un trouble borderline qui sont présentées comme les ennemis de la psychiatrie, comme ceux qui posent problème et qu'on ne sait pas aider. Et face à leurs échecs, je n'ai à ce jour jamais entendu un professionnel verbaliser une forme d'aveu d'incompétence face à ce trouble. Selon moi pourtant, ça serait vraiment important que les équipes soignantes puissent se former davantage au trouble borderline afin de mieux pouvoir le prendre en charge et l'accompagner. Et surtout, afin d'éviter de culpabiliser le patient borderline lui-même. C'est évidemment impossible de vous récapituler 6 ans d'hospitalisation en clinique en l'espace d'une seule vidéo, mais l'important pour moi, c'était de vous partager ce que j'ai retenu de la façon dont mon trouble borderline a été pris en charge dans les années 2010. J'ai malheureusement eu vent que ce genre de maltraitance thérapeutique ou d'a priori négatif sur le trouble borderline continuait d'avoir lieu dans les années 2020. Et c'est pour ça que j'ai envie de libérer la parole dessus. Et aujourd'hui que j'ai réussi à stabiliser mon trouble, il me tient à cœur de faire connaître ce trouble en tant que personne qui en a beaucoup souffert. Merci de rester bienveillant dans les commentaires, c'est un sujet que j'aborde aujourd'hui avec mon recul d'adulte et la mise en perspective que j'ai pu en faire avec l'expérience. Je compte sur vous pour qu'on se serve de cette vidéo comme d'un outil, d'un témoignage pour éveiller les consciences autour du trouble borderline. Si vous êtes professionnel de la santé, si vous êtes vous-même borderline ou si vous êtes proche de personnes borderline, j'aimerais que chacun puisse entendre que non, le borderline ne le fait pas exprès en réalité d'être comme il est. C'est pas de sa faute s'il souffre et s'il n'est pas le patient parfait que la psychiatrie attend entre guillemets. C'est le milieu psychiatrique qui n'est à ce jour pas assez staffé ni assez formé autour de ce trouble. Ce qui donne malheureusement lieu à des dérives qui laissent de grosses séquelles. Mais vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas des monstres, vous souffrez et vous avez le droit d'être entendu et d'être pris en charge au même titre que n'importe quel autre patient. Si cette vidéo a résonné en vous, pensez à la liker et à la commenter en me partageant votre expérience. Pensez aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne, pour vous c'est gratuit et pour moi ça m'encourage beaucoup à continuer à produire ce genre de vidéos. Et surtout, prenez soin de vous.